Reprenons là quelques-uns de ces éléments qui font l'actualité sur les marchés avec Quentin Perroma qui nous accompagne pour cette première demi-heure. Bonjour Quentin. Bonjour Grégoire. Vous êtes directeur de la gestion d'Assetfi. Eh bien, allons-y sur les banques centrales, sur la Fed. On attend une hausse de taux ce soir. On suivra la conférence de presse de Janet Yellen, mais juste quand même un petit état des lieux sur l'inflation, notamment parce qu'on a eu un chiffre d'inflation de prix à la consommation aux États-Unis tout à l'heure. On a eu une année décevante tout du long, quasiment sur le front de l'inflation aux États-Unis, Quentin. Oui, c'est vrai qu'on attendait doucement des pressions inflationnistes un peu plus importantes sur l'année 2017 et on a eu des petites déceptions. Après, on voit aussi qu'on commence à avoir des débuts, des amorces, même si ça se voit pas trop sur les chiffres d'aujourd'hui, parce que c'est le 2,2% sur la croissance, sur l'inflation large, c'est ce qui était attendu, et par contre sur l'inflation corps, donc hors énergie, on est à 1,7 alors qu'on attendait 1,8. Donc c'est vrai qu'on est un peu déçu. Surtout que hier, on avait eu les prix à la production qui sont passés en quelques mois de 2,4 à 3,1. Donc là, il y a une vraie amorce, mais qui s'est peut-être pas encore totalement répercutée sur le consommateur. Donc prix à la production, les prix de gros, on va dire, des usines, des entreprises, qui peuvent être lus comme un indicateur avancé de ce qu'on retrouvera à un moment ou de ce qu'on peut espérer retrouver à un moment dans les prix finaux. C'est ça l'idée? Oui, exactement, c'est ça l'idée. Alors c'est pas une science exacte, mais il y a quand même des dépendances assez fortes et c'est vrai que c'est de bon augure pour une reprise de l'inflation. Mais c'est vrai que déjà sur ce mois-ci, ça déçoit un peu. On s'attendait, vu les prix hier à la production assez élevés, avec ce mouvement quand même, on est passé de 2,8 à 3,1. On aurait pu penser qu'on aurait eu un peu de surprise à la hausse sur l'inflation et ça n'a pas été le cas. Et d'ailleurs, le dollar en pâtit un petit peu directement. Il y a eu un mouvement dès l'annonce des chiffres d'inflation. Donc on s'attendait, les marchés s'attendaient à un petit peu plus. Bon, ça remet pas en cause la hausse de taux qui va être validée ce soir, qui est en train d'être validée, on l'imagine, par les membres du FOMC, donc les membres votants notamment du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Quels sont les enjeux pour la suite? Il y a la conférence de presse de Janet Yellen, les nouvelles projections économiques, mais si on essaye d'élargir un peu le sujet pour la Fed, là, quels sont pour vous les enjeux de 2018 pour la Réserve fédérale américaine? Les enjeux de 2018 pour la Réserve fédérale, alors déjà, là, sur ce qui va être annoncé, c'est vrai que aucune certitude sur la hausse. Sur ce qui va être, ça va être le ton qui va être donné, mais je veux dire, ça va peut-être être moins important que d'habitude parce qu'on sait qu'on a quand même un renouvellement assez important au niveau de la Fed, donc avec l'arrivée de Jérôme Powell dès l'année prochaine. Donc, on va faire attention à ce qui est dit parce que c'est peut-être plus important que la non-surprise de la relevée des taux, mais à prendre encore avec des pincettes parce qu'on risque d'avoir des réorientations. Après, les enjeux, ça va être on va dire, cette politique de normalisation dans un contexte qui n'est pas forcément, on est quand même plutôt sur une fin de cycle. Donc on sait qu'on a une croissance qui commence doucement à arriver sur sa fin de cycle. Donc attention à pas casser cette croissance et à pas relever les taux trop violemment. On est encore sur des taux relativement bas, même sur les taux longs. Si on a une relève de taux ou des mouvements un peu trop spectaculaires ou une conjonction avec une relevée d'inflation assez rapide, la Fed qui relève ses taux un petit peu trop brusquement, on peut avoir des déceptions sur les marchés et ça peut entraîner un peu de défiance sur les marchés et sur l'économie. Une Fed qui va devoir se montrer plus prudente que jamais. Ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois, en tout cas depuis que le débat de la normalisation est engagé du côté de la Fed, on peut dater ça d'ailleurs de 2013, c'était encore l'époque de Ben Bernanke avec les premiers messages envoyés au marché. C'est la première fois que la Fed fait ce qu'elle dit sur une année, c'est-à-dire qu'en début d'année, avec les projections qu'on avait du côté de la Fed, Janet Yellen nous disait cette année, on part pour 3 hausses de taux. On va avoir ce soir ces 3 hausses de taux. Pour la première fois, la Fed aura réussi à faire ce qu'elle disait. Sur 2018, ça pourrait être plus compliqué parce qu'on part avec l'idée qu'il y aura entre 2 et 4 hausses de taux, grosso modo, c'est ça. 3 c'est la médiane. Il y en a qui pensent qu'elle fera un peu moins et ceux qui pensent qu'elle pourra faire peut-être un peu plus. Mais l'enjeu va être compliqué là pour 2018. Je pense plutôt sur la fourchette basse, non.
parce qu'on a quand même des pressions. On voit le pétrole qui continue un peu de pousser. Deux hausses de taux, ça paraît réalisable. Ça paraît complètement réalisable, et c'est pas de nature à on va dire à créer un climat de tension. Alors un petit peu sur le marché obligataire, bien évidemment sur les obligations avec des maturités longues. Bon, elles vont un petit peu être pénalisées, mais c'est pas de nature à déstabiliser le marché obligataire et à déstabiliser le marché action. Après, si on commence à être un peu trop violent, on l'a vu par le passé, les premières hausses, et là on est encore dans cette phase-là, sont pas trop pénalisantes pour les marchés. C'est vrai que la Fed, ça fait c'est la première année où on va avoir un alignement. C'est vrai qu'avant, un peu avant l'année 2017, on lisait justement ce schéma de dot plot, donc ces estimations de relevé des taux, et quand on calquait dessus après les relevés des taux, il y avait un décalage a posteriori qui était assez important. Et là, la Fed est obligée de faire machine arrière à chaque fois. Oui, exactement. Et donc là, on commence un petit peu à avoir un discours qui est en ligne avec un petit peu ce que on perçoit en tout cas les marchés sur l'année 2018. Et c'est peut-être plutôt positif, parce qu'on voit quand même que la Fed prend en compte le contexte, et voit qu'on est quand même dans une situation qui est pas fragile, mais on va dire qui demande un certain jeu d'équilibre qui est pas évident. Avec en plus, vous l'avez dit, un renouvellement. Il y a Jérôme Powell qui va prendre les rênes, mais il y a un renouvellement. Il y a plusieurs postes vacants encore, des nouvelles personnes qui ont été nommées. Donc il y a quelques mois déjà Randy Quarles qui va voter, et puis là un nouveau membre du directoire du FOMC, Marvin Goodfriend aussi, qui lui aussi va voter maintenant et prendre des décisions en matière de politique monétaire. Il est perçu comme étant un peu plus faucon, un peu moins laxiste, on va dire ça comme ça, que Janet Yellen par exemple. Donc le renouvellement de la Fed sera aussi un sujet important, vous l'avez dit Quentin. Il y avait un sujet visiblement qui intéressait les investisseurs, et pas uniquement les investisseurs américains, un sujet politique, l'élection dans l'État de l'Alabama qui a été remportée par le candidat démocrate. C'est la première fois que cet État élit un sénateur démocrate depuis 25 ans. Pourquoi est-ce que c'est un sujet là qui semblait important et qui semble important toujours pour les investisseurs ? Parce que derrière, c'est vrai, on a, du point de vue des investisseurs, même on a cet enjeu de réforme fiscale. Alors au final, le nouveau sénateur élu n'aura pas d'impact direct sur le vote de fin d'année, mais il y a quand même tout cet enjeu de réforme et des différents plans que veut mettre en place Trump, et on voit bien que là, la majorité qui était très maigre à 52 sièges, elle passe à 51 sièges. Il reste encore un an avant les élections de mi-mandat. On voit que ça va être compliqué. Si on revient, pour quelconque raison, la réforme ne passe pas, quid de ce qui se passe après. Donc on sent qu'il y a moins de certitude dans notamment la politique aussi, parce que c'était aussi un test pour cette élection de mandat, c'est pour savoir si les politiques mises en place par Trump, c'est quand même cette orientation plutôt populiste sur les candidats à la mi-mandature. Là, le test, il n'est pas passé. Donc on voit bien, même si le support n'était pas total de l'administration Trump face à ce candidat un peu sulfureux, quoi. En tout cas, Roy Moore, un candidat très controversé, des affaires de harcèlement, de mauvaise conduite, qui remontent parfois à très longtemps, mais qui ont été très présentes tout au long de cette campagne. Ça, on peut le dire. Il y a eu quand même Trump, on voit l'a soutenu, mais pas non plus pleinement. Les républicains se sont dégagés au niveau du financement, puis sont revenus. Donc on voit bien que ça a été une campagne compliquée, quoi. Donc on voit là un petit peu s'éroder peut-être la politique de Trump sur l'année à venir. Et ça, c'est pas très bon signe si on pense que Trump, notamment via les réformes fiscales, permettra en gros un second souffle. Notamment si on a cette réforme fiscale, on risque d'avoir des revenus et sur les actions qui risquent d'un petit peu s'apprécier, puisqu'on a une baisse de la fiscalité, donc on devrait avoir ça devrait se retrouver dans les résultats des entreprises. Les résultats des entreprises sur 2018, donc ça aura un impact clairement sur le marché. Bon, les États-Unis très présents toujours quand même, on le voit. On a parlé de la Fed, on a parlé de l'élection en Alabama aux États-Unis. Ce sont des sujets pour les investisseurs. Un mot sur l'Europe, sur la séance du jour, la tendance de fin d'année. On sent quand même qu'il y a beaucoup moins de prise d'initiative.
c'est normal, tout le monde est déjà, se prépare ou est en train de se préparer surtout pour les premiers jours, les premières semaines de 2018. Les marchés ont été un peu désertés à ce stade, même si la semaine est encore chargée en termes d'actualité, mais plus personne veut prendre d'initiative, là, on a l'impression, Quentin. Sur la fin de l'année, oui. Alors déjà, il y a l'effet fin d'année qui, déjà mécaniquement, chez les investisseurs professionnels, on est plus frileux, parce qu'il y a les comptes de fin d'année. Ça, c'est déjà le premier fait. Mais je crois que oui, effectivement, c'est peut-être encore plus vrai cette année, parce que on a eu cette petite déception, cette petite correction sur le mois de novembre, qui a un petit peu fait peur. Et en Europe, en Europe. Quasi uniquement en Europe, on va le dire. On a eu des bonnes performances sur le marché action, notamment aux États-Unis, mais même sur les pays émergents. C'était pas si on a décroché, nous, par rapport aux autres en 15 jours au mois de novembre. Et pourtant, les chiffres sont bons. Et ce qui est surprenant, c'est qu'on voit, c'est encore l'indicateur ZOO, par exemple, d'hier, publié hier, dans les mesures aujourd'hui, les mesures sont bonnes. Mais dans les perspectives, on a des perspectives qui sont pas exceptionnelles. On a le moral à l'instant T est très bon. ZOO, c'est le moral des milieux financiers, des investisseurs. À l'instant T, le moral est excellent. Exceptionnel. Très bon. Et quand on demande de se projeter à quelques mois, là, il est médiocre. On n'assume pas. On n'a pas envie d'assumer que ça aille bien. Fait. Et on le retrouve dans le consensus aussi sur la croissance, notamment entre les États-Unis et l'Europe. Alors qu'aujourd'hui, on a 0,3% de plus sur la zone euro de croissance. Et pourtant, quand on regarde sur 2018, on a 0,5 points sur le consensus de moins que les États-Unis. Donc il y a du passif aussi derrière. Il y a pas mal d'années de déception de la zone euro. Et là, on a l'impression, même si le consensus quand même sur les allocations reste très positif sur le marché en Europe, sur la zone euro, on voit quand même dans les chiffres qu'on hésite à y aller. Et ça se ressent dans les marchés aujourd'hui, en plus contextuellement avec la fin de l'année, mais aussi sur les perspectives 2018. Bon, on va continuer de parler de tout ça, effectivement. Alors, ce pessimisme ou ce traumatisme qu'on a peut-être en Europe, là, sur les perspectives de croissance, pourtant avec une croissance 2017 qui aurait été excellente à tout point de vue en Europe. C'est une tendance mondiale, mais en Europe, ça a été particulièrement surprenant par rapport aux prévisions de début d'année. Si on fait le point sur quelques dossiers chauds du jour, restez avec nous, bien sûr, Quentin. On va accueillir par téléphone Sébastien Barthélémy, spécialiste des marchés du crédit, responsable de la recherche crédit de Kepler Chevreux. Bonjour Sébastien. Bonjour. On parle avec vous de deux dossiers chauds qui ont fait l'actualité ces derniers temps, Altice et Steinhoff. Altice, maison mère de l'opérateur télécom SFR, et Steinhoff, la maison mère en France de l'enseigne Conforama dans l'ameublement. Ce sont des dossiers crédit. Qu'est-ce que ça veut dire simplement? Ça veut dire que l'enjeu pour les investisseurs, c'est la gestion de la dette et le pilotage de la dette de ces groupes-là. Donc c'est bien du point de vue crédit qu'il faut regarder, même si on voit les actions de ces deux titres qui ont été particulièrement chahutées. C'est encore vrai aujourd'hui. D'ailleurs, Altice, très très volatile, est en baisse de 6-7%, alors que le titre était plutôt bien orienté à la mi-journée. Et puis Steinhoff, coté entre autres à Francfort, l'action chute encore de 17%. Que disent les marchés de crédit alors que les deux groupes se retrouvent dans des situations très compliquées, qui n'ont rien à voir, avec différentes annonces qui ont pu être faites. Si on commence par Altice, notamment Sébastien, il y a eu quelques annonces faites, notamment l'abandon du projet Fibrer la France pour tous. Qu'en pensent les analystes crédit? Comment est-ce que réagit le marché du crédit aux annonces qui ont été faites par Altice? Alors là, concernant Altice, l'annonce est positive, tout simplement parce que quand ça avait été annoncé le 20 juillet de cette année, très clairement, c'était négatif d'un point de vue crédit, cette annonce de vouloir déployer la fibre en France, en totale incohérence avec le plan du gouvernement français. Le marché avait déjà mal réagi à cette annonce-là. Là, il n'y a pas vraiment de réaction, parce que c'est tout à fait naturel, en fin de compte, que Altice SFR revoit ses dépenses d'investissement à la baisse dans le contexte actuel. Je rappelle que le groupe est sous pression, il doit réduire son endettement, il doit faire les cessions d'actifs, il doit redresser la rentabilité de SFR. Donc là, déployer la fibre en France sans l'accord des régions et du gouvernement, c'était un petit peu ubuesque. L'annonce a été très discrète et finalement était, on va dire, entre guillemets, pricée. Là, si on regarde comment réagit le bond d'aujourd'hui, eh bien, il est en ligne avec le marché equity. On a une baisse de l'Altis, je parle du holding sur la 2022, d'environ 0,5 points. Néanmoins, sur les derniers jours, les souches d'Altis se sont reprises.
On est revenu sur des niveaux autour de 101, donc on est revenu au-dessus du pair, sans vouloir être trop technique. Mais non, mais néanmoins, on comprend que ça va mieux. On comprend que ça va on mieux. comprend que ça va un peu mieux. Voilà, on comprend que ça va mieux. C'est moins stressé. C'est moins stressé. On comprend qu'effectivement, Altis avait eu l'opportunisme et la bonne intelligence de refinancer sa dette. Donc là, maintenant, on attend de voir quelles vont être... On donne un petit peu de crédit, c'est vraiment le cas de le dire, mais un petit peu de temps aussi à Altis pour réaliser les sessions qui sont attendues, qui sont les deux principales, on a largement parlé, qui sont les tours de téléphonie mobile ainsi que la République dominicaine. Néanmoins, je rappelle que si on se place d'un point de vue vision crédit, la vente des tours de téléphonie mobile ne change pas notre vision parce que ça va être mis en leasing. Ah oui, il y a de la loca, oui c'est ça, il faut les relouer derrière, donc du point de vue crédit, ça change pas grand-chose pour vous. Exactement. Bon, on le voit, alors c'est intéressant du point de vue de la dette, du point de vue de l'action. Alors aujourd'hui, c'est un peu compliqué, c'est assez volatile. Le titre Altis a été très volatile au cours de cette séance puisqu'il a progressé de 3,5% et puis chute de 7%. On a une petite baisse aussi de la valeur de la dette là dont vous nous parliez Sébastien, mais si on prend par rapport au point bas, les choses sont quand même beaucoup moins stressées. Si moi je regarde l'action Altis, elle a repris 40% depuis le point bas qu'elle a touché, c'était la semaine dernière le 4 décembre. Donc non seulement elle a arrêté de baisser, l'action a arrêté de baisser, mais elle s'est un petit peu reprise. Alors mettons de côté cette séance un peu volatile, mais on a quand même un petit rebond du dossier Altis, on va dire, que ce soit du point de vue crédit ou du point de vue equity, du point de vue action. Qu'en est-il de Steinhoff? Alors, histoire complètement différente, parce que là, on parle quand même de fraude comptable présumée, donc on n'est pas du tout dans les mêmes causes qu'Altis, qui ont provoqué la chute de l'action Steinhoff et la chute des obligations Steinhoff également. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce dossier aujourd'hui, Sébastien? Vous le soulignez bien, c'est un dossier complètement différent. Irrégularité comptable. Donc grand questionnement sur ce que ça représente en termes d'incertitude et d'implication sur quelle est la liquidité maintenant à ce jour du groupe, quelle est la structure de sa dette et de son bilan, puisqu'on est quand même sur donc irrégularité comptable, possible restatement des résultats précédents. Et les conséquences ont été immédiates et parfaitement logiques. Si on prend une souche obligataire Steinhoff, c'était une 2025, eh bien on était à 90 début décembre, on est tombé à 48. On remonte très légèrement là autour de 50, mais il y a une chute de 40 points. C'est parfaitement logique et ça price les incertitudes. Il ne faut pas oublier également que Steinhoff a été dégradé de manière assez dramatique, mais logique également par Moody's. On est passé de B2 à 3, donc la dernière note investment grade, à B1. B1, c'est le même niveau que actuellement que la note d'Altis. On a perdu 4 crans et c'est sur surveillance négative, ce qui signifie que l'agence se dit, voilà, dans les 3 prochains mois, il est fort probable que je continue à dégrader le groupe. Grande méfiance, voilà. Grande méfiance, grande incertitude, non-visibilité, fraude comptable, c'est la pénalité immédiate. Ça pardonne pas. Normal. On réfléchit pas et ça devient effectivement quelque chose de très très spéculatif. Steinhoff, l'action Steinhoff côté entre autres à Francfort, qui chute encore de 15-20% cet après-midi. Juste pour avoir la confirmation de ce qu'on s'est déjà raconté plusieurs fois sur l'antenne, Sébastien. On parle là bien de 2 dossiers précis, bien identifiés par les investisseurs. Enfin, ça ne participe pas à un mouvement général de défiance vis-à-vis de certains marchés de crédit aujourd'hui. Non, effectivement, la problématique des 2 dossiers dont on vient parler est vraiment identifiée. C'est des problèmes idiosyncratiques, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur des problèmes intrinsèques qui ne sont pas des problèmes de marché global. On n'est pas sur une tendance de difficulté sur le marché des télécoms, on n'est pas sur une tendance de difficulté sur le marché du retail. De manière générale, là, on est sur 2 problématiques, comme pour Astaldi, qui avait été un des dossiers chauds du crédit. C'est des problèmes qui sont liés spécifiquement à Astaldi ou à sa structure crédit. Quand on regarde vraiment les indices marché obligataire, eh bien, on était quand même sur des indices qui sont fortement repris depuis le pic qu'on avait eu mi-novembre, et les résultats étaient satisfaisants. Il n'y a pas eu de dégradation de vision crédit sur des secteurs. Non, c'est des problématiques idiosyncratiques qui ne reflètent pas du tout une tendance générale. Oui, c'est ça, on le voit sur les marchés du crédit, sur les marchés actions, on l'a vu tout au long de la saison de publication de résultats. Voilà, la moindre déception, hop, ce sont des chutes parfois très très violentes, mais ça reste bien identifié et ça reste bien compartimenté, on va dire. Le marché fait bien la différence dossier par dossier aujourd'hui. Enfin, je l'affirme comme ça, mais oui, vous confirmez, Quentin, oui, le marché fait bien la différence, que ce soit sur le marché action ou sur le marché du crédit. Oui, tout à fait d'accord avec ce que vient de déclarer Sébastien.
Sébastien Barthélémy, et c'est des dossiers très spécifiques, et aussi en faisant cette dichotomie entre les deux dossiers, parce qu'on n'est pas sur la même chose. Dans un cas, on va dire un peu trop d'endettement avec de la déception, et dans l'autre, une fraude. Donc là, à fuir, quoi. Non, c'est sûr. Mais non, c'est vraiment très contenu, et on garde, notamment en plus avec les rachats de la BCE qui se poursuivent, et même dans les réductions, on a vu que sur la réduction des rachats, tous les papiers d'aide d'entreprise étaient bien choyés, en tout cas. Il y avait plus une réduction sur la dette souveraine. Donc on reste quand même sur un marché de crédit qui est solide. C'est ça, qui est solide, qui se tient très bien. Hormis ces quelques accidents, mais encore une fois bien spécifiques autour de quelques dossiers particuliers, de quelques signatures. Beaucoup d'entreprises, je le disais aussi il y a quelques instants, tiennent des journées investisseurs en fin d'année. On fait le point avec les investisseurs, les analystes. C'est le cas de plusieurs entreprises, et notamment de Sanofi, titre qui ne fait plus rien. Alors c'est bien, ça baisse pas, mais ça monte pas non plus. Quel est le souci avec Sanofi? Alors visiblement, la journée investisseur, beaucoup de choses ont été dites. On mise sur les produits qu'on a dans le pipe. Le M&A, visiblement, ça n'a pas l'air d'être tellement d'actualité. Ça redonne pas un intérêt énorme au titre Sanofi qui baisse à l'heure où on se parle de 0,4%. Quentin, comment vous regardez ce cas d'investissement Sanofi? Alors déjà, c'est vraiment une crise de confiance qu'il y a entre investisseurs et Sanofi depuis quelque temps. C'est vrai qu'on reproche à monsieur Brandicourt de ne pas avoir fait d'acquisition phare. C'est vrai que les valorisations pour sa défense sont quand même très très élevées, surtout dans l'oncologie. Donc on reste un peu sur sa faim. Et là, cette journée, c'est une journée de regain de confiance. On va montrer qu'on a vraiment un plan de développement, et qu'on est capable de continuer à produire des blockbusters. Et donc là, cette déclaration notamment sur dans les 18 prochains mois de 10 nouveaux, en tout cas de 10 nouveaux potentiels médicaments qui seraient en phase 3, donc des mises sur le marché assez imminentes, avec les accords bien sûr des autorités. Mais bon, on a montré qu'il y a vraiment une dynamique, et qu'elle va produire. C'est vrai que aussi on a eu des déceptions, notamment côté vaccin, donc avec notamment le vaccin sur la dengue qui devait être un blockbuster, et au final qui est en train d'être interdit partout. Qui est en train de faire et aussi des marges qui sont de plus en plus grattées sur tout ce qui est secteur, tout ce qui est diabète, même si on voit là qu'il y a un nouveau produit qui sort côté Sanofi, mais qui est déjà présent sur le marché, qui est déjà présent sur le marché européen, mais qui a été validé par la FDA sur le marché américain. Donc on voit qu'il y a quand même une dynamique réelle. Après, sur les valos, ça reste un dossier intéressant parce que une décote à peu près de 20% par rapport à ses principaux concurrents et par rapport au secteur, plus de 20%, donc ça commence à être significatif. Et les perspectives de revenus, si on regarde sur donc les résultats par action, on est autour de 8, ce qui est un petit peu sur les perspectives 2018-2021, d'après le consensus, qui est un petit peu au-dessus aussi. Et donc là, on se dit, il y a quand même quelque chose à faire. La dynamique est pas très bonne, donc c'est peut-être pas le moment de tout de suite, mais on peut commencer à initier une pause. C'est quand même le secteur de la santé, donc c'est des secteurs plutôt défensifs. Donc si derrière on a un marché qui se met à souffrir, c'est plutôt un secteur assez résilient. Et comme on a eu une déception depuis 2 ans, on peut se dire qu'on peut avoir un rattrapage si il y a ces résultats et cette dynamique qui se met en place. Il y a peut-être beaucoup de mauvaises nouvelles intégrées déjà à ce niveau-là, et peut-être même au-delà d'ailleurs, c'est ça? Oui, surtout que c'est quand même une activité, ils ont quand même une activité qui est très diversifiée et on peut voir naître, notamment il y a aussi dans le secteur de la dermato, il y a aussi sur le secteur de tout ce qui est autour de l'asthme et tout ça, ils ont commencé à lancer des produits qui peuvent devenir des blockbusters. Donc bon, à suivre en tout cas. Le réveil de Sanofi, c'est pas pour tout de suite, c'est peut-être un dossier au long cours. Ça a été décevant, vous l'avez dit là ces derniers trimestres, depuis plusieurs trimestres maintenant, le titre ne fait plus rien. Il baissote légèrement, 0,4% à l'occasion de cette journée investisseur. Merci beaucoup Quentin, merci d'avoir été avec nous. Quentin Perroma, directeur de la gestion d'Asset